Alors, bonsoir à tous, bienvenue au Cyrano. Je me présente, Nathalie de Martinis-Varin. Moi, je suis la présidente directrice générale du Cyrano. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour ce panel sur l'évaluation économique des interventions innovantes en santé. C'est un événement qui est conjointement organisé avec l'École de santé publique de l'Université de Montréal, l'EPSUM, et avec l'Institut de recherche en santé publique, l'IRPSUM, de l'Université de Montréal. Donc, je vais vous présenter en quelques mots le Cyrano avant de laisser ma collègue vous présenter les panélistes et le thème de la soirée. Le Cyrano est un centre de recherche, de liaison et de transfert. C'est un centre multidisciplinaire qui regroupe plus de 230 chercheurs, dont la plupart sont des économistes, mais aussi d'autres disciplines comme le management, la santé, le droit, l'ingénierie, la sociologie. Nous avons 11 universités partenaires du Cyrano et nous avons aussi une vingtaine de partenaires publics, privés et parapublics. Donc, le gouvernement du Québec est le partenaire principal de Cyrano. Solidement implanté au Québec depuis 24 ans, le Cyrano est reconnu pour l'expertise de ses chercheurs et la qualité de ses travaux. Il a contribué à soutenir les décisions stratégiques, tant gouvernementales que de ses partenaires privés, en fournissant notamment des données probantes sur la prise de décision. Donc, le Cyrano, c'est à tout égard allié savoir et décision, à la fois pour le développement de politiques économiques et sociales, mais aussi pour assurer la compétitivité des entreprises. Nous avons trois thématiques actuellement de recherche dans notre, trois grands axes de recherche dans notre planification stratégique 2017-2020, à savoir les défis démographiques, tout ce qui touche évidemment le vieillissement de la population, les défis environnementaux avec l'adaptation au changement climatique et les impacts des changements climatiques, et les enjeux technologiques avec tout ce qui touche la transformation numérique auxquels sont confrontés nos partenaires, aussi bien le gouvernement que les partenaires privés. Le système de santé et l'innovation en santé sont au cœur de nos préoccupations de recherche. Plusieurs projets de recherche ont été effectués pour différents ministères, notamment le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais aussi pour d'autres acteurs du système de santé. Nous publions chaque année au Cyrano le baromètre Cyrano, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un baromètre en fait qui évalue depuis 2011 les préoccupations des Québécois. En 2017, les résultats montraient que 35% des Québécois étaient préoccupés au niveau collectif par le système de santé et 44% au niveau personnel, ce qui fait que le système de santé était, dans le cadre de notre baromètre, la première source de préoccupation des Québécois. De récents travaux de recherche ont montré que l'innovation constitue la meilleure stratégie pour le système de santé pour faire face aux enjeux notamment de démographie, d'efficience et de finances publiques. Plusieurs études ont d'ailleurs permis de dresser, qui ont été faites au Cyrano, des recommandations pour encourager notamment la mise en place de mesures cohérentes avec la vision d'une société en santé, tout en tenant compte évidemment des contraintes sur les ressources budgétaires. Et l'événement de ce soir s'inscrit dans cette lignée. Nous allons discuter des outils d'aide à la décision qui pourraient permettre à nos gouvernements d'assurer une gestion efficiente des ressources budgétaires. Donc, je vais remercier ma collègue, la professeure Roxane Da Silva de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, qui est aussi une fellow Cyrano, pour l'organisation de cet événement. Roxane est une spécialiste en organisation des services de santé, en économie de la santé et en santé publique. Elle est l'auteure de plusieurs études, dont certaines ont été effectuées au Cyrano, notamment en 2015, en collaboration avec d'autres chercheurs, dont une chercheure, Edith Strumpf, qui est une professeure à McGill et fellow Cyrano. Ils ont publié un rapport intitulé « Analyse d'une politique de santé visant l'amélioration de l'accès à un médecin de famille avec l'exemple des guichets d'accès pour la clientèle orpheline au Québec ». Et sa plus récente étude, qui n'est pas encore publiée, portait sur la part des tâches non cliniques réalisées par les médecins et les infirmières. Donc, je vais maintenant lui passer la parole en la félicitant évidemment pour l'organisation de cet événement, pour présenter les conférenciers. Je vous remercie tous pour votre présence ce soir. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être là, nombreux, présents pour ce thème qui nous tient tous à cœur, en fait, l'évaluation économique des interventions innovantes en santé. Alors, en fait, on profite du passage d'une collègue d'université à moi, Sandy Tubeuf, qui est maintenant, on était étudiantes toutes les deux à Aix-Marseille au début des années 2000. Donc, on profite de son passage. Elle est professeure maintenant à l'université de Leeds en Angleterre. Et on a ajouté à son expertise, on est allé chercher un expert québécois. On veut aussi avoir un peu d'expertise québécoise dans ce panel-là. Donc, on est allé chercher Thomas Poder de l'Université de Sherbrooke. Alors, avant de vous les présenter, Nathalie vous en a parlé un peu. L'idée, c'est de réfléchir à l'évaluation économique des interventions innovantes en santé et de passer à travers l'arbitrage santé et coût. Comment réaliser cet arbitrage-là dans le domaine de la santé?
Donc, étant donné les contraintes sur les ressources budgétaires, les coupures en santé qu'on vit tout le temps et souvent depuis de nombreuses années, il faut se donner des outils de décision, comme le dit Nathalie, pour savoir si on embarque ou non dans la nouvelle intervention qui est proposée ou la nouvelle technologie. Alors, comme je vous disais, on va d'abord, contrairement à ce qui est indiqué dans le programme, on va d'abord écouter Thomas Poder, membre de l'UETMIS et du centre de recherche du CHUS, donc du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, CIUS de l'Estrie, et professeur associé au département d'économie et département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'université de Sherbrooke. Puis, par la suite, on écoutera Sandy Tubeuf, donc, comme je disais, professeur agrégé à l'Academic Unit of Health Economics de l'université de Leeds au UK, en Angleterre. Donc, Thomas. Bonjour, donc merci pour l'invitation. Donc là, qu'est-ce que je fais? On a un autre diaporama, j'imagine. Mais... faut appeler Pauline ou... Ah oui, c'est ça. Je ne suis pas habile avec les Macs. Nous, c'est interdit chez nous, les Macs. Ok. Diaporama, sûrement? Oh, oui, c'est bon. Je ne suis pas habile avec les Macs, je suis désolée. Ce qui est là. Bon, là, j'aurais qu'à appuyer. Ok. Bon, donc, comme on vous l'a présenté, donc, je travaille en fait à l'hôpital de Sherbrooke. Là. Et donc, je vais faire une présentation donc, sur les rapports coût-efficacité, le rapport coût par quali, en fait, de façon plus précise, et discuter de savoir si est-ce que c'est le critère le plus pertinent, le plus utilisé, ce qui est vraiment utile à la prise de décision, ou est-ce que c'est un élément parmi d'autres. Donc, on va parler de ça. Donc, premièrement, je vais vous faire une présentation sur l'évaluation économique en santé. On va faire quelques rappels assez rapides et très condensés. On va parler de la mesure du QALY. Donc, le QALY, Quality Adjusted Life Years. Donc, la traduction en français, c'est AVAC, année de vie ajustée par la qualité. Et donc, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est, comment est-ce que c'est calculé. On va parler aussi des avantages et puis des inconvénients. Et finalement, on va parler du rôle des coûts et du rapport coût par QALY dans la prise de décision, ainsi que d'autres critères qui peuvent être utilisés. Moi, c'est tout à fait correct. Ok. Donc, la première chose à dire sur l'analyse coût-efficacité ou l'évaluation économique en santé, c'est que, premièrement, c'est un outil. Donc, ça veut dire que ça va aider à la prise de décision. Donc, c'est un outil parmi d'autres qu'on peut utiliser. Et ça ne se substitue évidemment pas à la prise de décision en tant que telle. Donc, ici, c'est un petit schéma qui est évidemment centré sur l'évaluation économique en santé, mais qui montre également que la prise de décision peut être basée sur d'autres choses, comme notamment les données cliniques, l'efficacité, la sécurité, qui elles-mêmes servent à réaliser des méta-analyses ou des guides de bonnes pratiques. Donc, l'INES, par exemple, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, réalise des guides de bonnes pratiques qui vont permettre le ministère de prendre des décisions sur, par exemple, le remboursement de certains médicaments. On peut aussi se baser sur les analyses financières, donc regarder l'impact budgétaire, par exemple. Mais le mieux, en tout cas selon la théorie, puis selon la pratique également, c'est de mettre ces différents éléments en relation, donc de faire en sorte de mettre les coûts en relation avec les conséquences en santé. Donc un autre principe qui existe dans l'évaluation économique en santé, c'est évidemment de toujours comparer. Donc on va toujours comparer quelque chose avec autre chose. Donc en général, on va comparer les coûts d'une intervention avec les conséquences en santé de cette intervention. Et il y a 4 possibilités, puis je crois que tu vas les présenter aussi tout à l'heure. Bon, le mien est un peu plus prosaïque dans le sens où on utilise des termes, disons, accessibles. Disons qu'il y a 4 possibilités. Une possibilité qui est en vert, donc le feu vert que tout le monde aimerait avoir, c'est-à-dire une technologie qui est à la fois plus efficace que ce qui existe déjà et qui coûte moins cher. En réalité, ça n'existe pas très souvent. Ça existe quand même, il y a peut-être 5 à 10% des cas où ce genre de technologie existe. Il y a aussi le cas contraire, qui est le cauchemar. Donc là, ça coûte plus cher, c'est moins efficace, c'est facile à rejeter dans ce cas, à moins qu'il y ait des enjeux économiques, politiques, etc., qui font que parfois certaines choses passent au travers. La plus grande partie des cas, c'est ce qui est en gris, mais comme c'est en gris, ça veut dire que c'est moins facile à déterminer aussi. C'est pour ça que l'outil de coût-efficacité, de coût par QALY peut être très utile, parce qu'il va nous permettre de déterminer qu'est-ce qui va être efficace par rapport au coût que ça engendre.
Bon, après, j'en aurais fini avec les principes d'évaluation médico-économique, qui est que, bon, on a 4 grands types d'analyses qui peuvent être effectuées. Donc, il y a la première, la minimisation des coûts. Plus grand monde qui fait ça, mais dans certains cas, des technologies peuvent avoir une efficacité qui est identique, où on n'arrive pas à prouver que l'une est supérieure à l'autre. Donc, du coup, la minimisation des coûts est toujours d'actualité, même si c'est moins fréquent. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est l'analyse de coût-efficacité. Donc, on va comparer les coûts à une mesure naturelle, en fait, d'efficacité d'une technologie. Donc là, moi, j'ai mis un exemple d'année de vie gagnée, mais ça pourrait être aussi si on a une échelle de douleur, donc c'est un médicament contre la douleur. Donc, on a une échelle de douleur, on va regarder quelle est l'efficacité en termes de réduction de la douleur, et on va regarder les coûts du médicament, si c'est un médicament. Ensuite, on a l'analyse de coût-utilité, qui, elle, met en relation donc, le coût, toujours, mais avec une variable qu'on appelle d'utilité, qui peut être le QALY, mais il n'y a pas que le QALY qui existe comme mesure d'utilité, et qui est une mesure multidimensionnelle. Donc, on va prendre en considération plusieurs dimensions de la santé. Donc, les deux principales qui sont existantes, c'est évidemment la durée de vie ou la mortalité, avec la morbidité, donc le problème de qualité de vie. Et la qualité de vie, vous avez plusieurs dimensions à l'intérieur. Donc, c'est vraiment multidimensionnel par rapport à cet égard. Puis le dernier, qui est moins fréquemment utilisé, qui est l'analyse de coût-bénéfice, qui nécessite d'avoir la même unité de mesure, à la fois du côté des coûts et du côté des bénéfices. Donc, ça veut dire des dollars pour le Canada, où on doit donc convertir des bénéfices cliniques ou organisationnels, enfin tous les éléments qui peuvent être pris en considération quand on regarde l'effet d'une technologie en santé, on doit les convertir en dollars. Donc là, il y a plusieurs méthodes qui existent, puis on ne va pas en parler aujourd'hui, simplement pour vous dire que ce type d'analyse existe également. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un QALY? Donc, un QALY, bon, c'est un terme anglais là, qui veut dire année de vie ajustée par la qualité. Donc, on va combiner une durée de vie, donc en fait, l'effet d'une technologie en termes de mortalité, associé à la qualité de vie qui est aussi associée à cette technologie. Donc, on va prendre chaque année de vie qui nous est octroyée grâce à la nouvelle technologie et on va la pondérer par la qualité de vie de ces années de vie supplémentaires. Donc, la qualité de vie, évidemment, est estimée par tout un ensemble d'éléments qu'on va juger pertinents. Alors, les éléments pertinents sont plus ou moins différents selon l'outil qu'on va utiliser. Les exemples les plus fréquemment utilisés de dimensions de qualité de vie, c'est évidemment la douleur, la capacité physique. On a aussi les problèmes de santé mentale, mais là, on va avoir une discussion là-dessus, à savoir qu'est-ce qui est vraiment pris en considération dans les problèmes de santé mentale. Il y a les effets sur comment dire, les aspects de la vie sociale aussi qui sont considérés. Donc, on a plusieurs dimensions qui sont prises en considération dans la qualité de vie reliée à la santé. Et puis, comme c'est un outil qui vise à faire des comparaisons entre différentes interventions en santé, donc on peut faire des interventions en santé mentale et puis comparer ça avec des interventions qui vont être en cardiologie, par exemple. Et on peut se dire, OK, comment on fait pour comparer ça? On va avoir un indicateur qui soit standardisé, qui veuille dire, qui soit interprétable de la même manière. Il ne veut peut-être pas forcément dire la même chose, mais il va être interprétable de la même manière, en ce sens que une année de vie en parfaite santé, ça équivaut à 1. Puis si vous avez une situation qui est considérée comme étant la mort ou proche de la mort, on va dire c'est une valeur de 0. Il existe évidemment aussi des valeurs négatives, parce que dans certains cas, on peut juger que la qualité de vie, on préférerait mourir. Donc, on peut avoir des valeurs de QALY qui sont négatives. Alors, pourquoi est-ce qu'on a développé la notion de QALY dans les années 70? Bon, premièrement, parce que c'est quelque chose d'intuitif et de simple à représenter. Une année de vie en parfaite santé, tout le monde peut s'imaginer qu'est-ce que c'est, alors qu'il y a d'autres mesures qui seraient plus compliquées à utiliser. Simple à représenter parce que c'est entre 0 et 1. Ça permet de combiner différentes dimensions en un score unique, donc c'est ce dont j'ai parlé à l'instant. C'est une mesure universelle dans la mesure où elle permet de comparer tout un ensemble d'interventions en santé entre elles, mais ça permet aussi de mesurer, de comparer éventuellement des interventions qui sont faites en santé avec des interventions qui sont faites dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine des transports. Mais ça veut dire qu'il faut donner une valeur à un QALY. On va en parler tout à l'heure. Ça fait référence à la notion de préférence. Donc ça, c'est un élément qui est très important en économie de la santé. On parle toujours des choix. Enfin, l'homo economicus est censé faire des choix. La notion de préférence est directement dérivée de la question des choix. Donc, il faut faire un choix entre différentes interventions en santé, mais aussi faire un choix entre différents états de santé qu'on pourrait préférer. Et c'est cette notion de choix entre différents états de santé qui permet de construire des QALY. C'est une mesure qui est sans ambiguïté dans le sens où
un demi-quali, ce sera toujours inférieur à un quali. Donc ça, c'est un élément qui est positif. Puis c'est recommandé par le NICE dont tu vas nous parler. Il n'y a pas que le NICE qui recommande d'utiliser des qualis, mais il y a beaucoup d'institutions qui sont un peu frileuses avec l'estimation des qualis. Bon, notamment aux États-Unis, là, même dans certains cas, on rejette les qualis. En France, on l'a rejeté pendant un certain temps, mais maintenant, on commence à l'accepter. Bon, et voilà. Alors, peut-être parler de l'INES aussi. L'INES, est-ce qu'elle utilise des qualis? Oui, elle utilise des qualis, mais elle n'a aucun seuil par quali. Et c'est un élément qui déteint en fait plutôt de la CMTS, qui elle utilise les qualis de façon beaucoup plus avérée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer les qualis? Bon, il y a plusieurs façons. La première, c'est une échelle visuelle analogue. Alors, je vais vous présenter un petit schéma juste après pour faire voir à quoi ça correspond. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'étalon OR, de comment mesurer des qualis. D'un point de vue théorique, c'est ça qui est privilégié. D'un point de vue empirique, alors là, il y a un très grand débat dans lequel on ne rentrera pas, qui fait que ça a été délaissé par un grand nombre d'économistes pour calculer des qualis. Ensuite, on a le time trade-off, ou l'arbitrage temporel. On vous demande de faire un arbitrage entre des années de vie en parfaite santé et puis des années de vie dans un état de santé où la santé est moins bonne. Je vais vous présenter aussi ça tout à l'heure. Et il y a une nouvelle méthode, enfin une méthode qui est assez ancienne, mais qui est nouvelle, entre guillemets, en économie de la santé pour mesurer les qualis, qui est le Discrete Choice Experiment. C'est un petit peu à la marge, disons, par rapport aux méthodes habituelles pour calculer ça, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Donc, en fait, on combine les choix discrets expérimentaux avec du Standard Gamble ou plutôt avec du Time Trade-off. Je vais vous présenter ça. Il y a aussi, ça c'était des mesures directes d'élicitation des qualis, donc d'utilité qui est associée aux qualis. Et vous avez aussi des mesures indirectes qui sont en fait des questionnaires où on ne vous demande pas de faire un choix entre différents états de santé, on vous demande de décrire votre état de santé. Et grâce aux différentes méthodes qui ont été présentées juste auparavant, on est capable de dériver une valeur à l'état de santé que vous avez décrit. Donc, vous avez des espèces de tables d'utilité, des tables de valeurs de qualis associées à différents états de santé. On utilise ces tables-là ou des algorithmes qui sont développés avec ça pour en inférer, en déduire des qualis associés à la description de l'état de santé que vous avez donné. Donc là, vous avez des outils comme l'Euroqual 5D, c'est le plus utilisé pour calculer des qualis de façon indirecte. Vous avez le SF6D qui a été développé au début des années 2000, qui est assez souvent utilisé parce qu'il est dérivable du SF36, qui est un outil qui est très utilisé. Et, le SF36, c'est un outil qui est très utilisé notamment par les médecins dans les études cliniques. Vous en avez d'autres, le Health Utility Index, qui a été développé en Ontario, donc au Canada. Le CHU9D, qui est un outil qui est pour la mesure de la qualité de vie, donc en termes de qualis, chez les enfants. Mais bon, il y en a d'autres. Le Q5DY, là, pour les youth, les jeunes, il a été aussi développé. Bon, alors, un exemple d'échelle visuelle analogue. Donc, on vous demande de situer votre état de santé sur une échelle entre 0 et 100, où on dit que 100, c'est le meilleur état de santé possible, et 0, c'est la situation la pire imaginable. Donc, après, il peut y avoir des variations en termes de définition de qu'est-ce qu'il y a à 100, qu'est-ce qu'il y a à 0. Là, les libellés ne sont pas toujours les mêmes. Ça peut aussi poser des problèmes dans l'estimation des qualis. Donc, vous avez une échelle visuelle standard, puis vous pouvez avoir des échelles qui sont, entre guillemets, aidées. On vous dit que, bah, voilà, une situation de coma, ça correspond à peu près à 10 sur une échelle de 100. Puis bon. Donc, ça vous aide, en fait, à situer votre état de santé par rapport à d'autres situations. Vous avez le pari ordinaire ou pari standard, Standard Gamble en anglais, qui vise à vous demander de faire un choix entre deux situations. Donc, la première situation qu'on peut vous proposer, c'est vous avez un traitement qui vous permet d'améliorer votre qualité de vie. Mais ce traitement-là, il est risqué. Donc, soit vous avez de la chance, le succès du traitement s'opère. Donc là, vous avez 90% de chances que ce soit un succès et 10% de chances que ce soit un échec. Puis si c'est un échec, bon, ça peut être la mort, mais ça peut être autre chose. Ça peut tomber dans un état végétatif, le coma. Bon, vous pouvez le définir comme vous voulez. Souvent, on donne une carte de mort, une situation de mort. Et vous avez votre état de santé, donc qui est défini par une carte où vous avez qui est à répondre, notamment parce que les gens sont averses au risque. Donc, du coup, il y a une autre méthode qui a été développée par la suite, qui s'appelle le time trade-off, qui est en fait la méthode la plus utilisée quand on veut calculer de façon directe un quali. Donc, on vous demande de faire un arbitrage entre un état de santé imparfait, donc ici on vous dit c'est avec le diabète, auquel on va allouer une durée de vie qui est plus longue qu'un état de santé parfait.
Et on vous demande de faire un arbitrage entre le nombre d'années qui est associé aux deux situations. Donc, vous êtes normalement prêt à échanger des années de vie, donc à vivre moins longtemps, mais à vivre en meilleure santé. Donc, on vous demande combien d'années de vie vous êtes prêt à échanger pour vivre en bonne santé. Donc là, dans l'arbitrage qui est ici, on vous donne 2 années de renoncement, mais évidemment, ça peut être différent. Donc, on demande aux individus à combien d'années ils seraient prêts à renoncer. Le dernier que je voulais vous présenter, c'est le Discrete Choice Experiment, où là, on va définir aussi des états de santé. On vous demande de choisir entre 2 états de santé. Donc là, ce n'est pas forcément une comparaison entre un état de santé parfait et un état de santé intermédiaire, qui était le cas tout à l'heure avec le Standard Gamble ou avec le Time Trade-off. Donc là, on vous présente 2 états de santé qui vont être intermédiaires. Puis vous pouvez décider ou non d'ajouter dans votre modalité de décès une mort immédiate ou pas. Vous n'êtes pas obligé de rajouter la 3e option. Vous pouvez faire simplement les 2 premières options. Et puis vous avez différentes façons de gérer ça. Donc vous pouvez gérer avec évidemment des durées de vie. Donc ici, vous avez une durée qui est de 12 ans et puis de 8 ans, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, vous pouvez mettre des probabilités, vous pouvez faire tout plein de variations autour du Standard Gamble ou autour du Time Trade-off pour utiliser un DCE. Alors, bon, les avantages, on en a parlé tout à l'heure du QALY. Maintenant, on va parler un peu plus des inconvénients. Alors, premièrement, est-ce que vraiment le fait de faire des choix entre différents états de santé, c'est quelque chose qui va être très évident à faire de la part des répondants? Bon. On pourrait dire que dans certains états de santé, ça va être assez simple, mais dans certains cas, ce n'est pas aussi évident parce que les différentes dimensions qui permettent de décrire un état de santé vont générer des sentiments de la part des personnes. Elles ne sont pas forcément hyper rationnelles quand elles répondent. Puis la situation dans laquelle elles se trouvent au moment où elles répondent au questionnaire peut aussi varier dans le temps. Ce qui fait que les préférences ne sont pas forcément sans ambiguïté. On peut des fois, dans certains cas, préférer un état de santé par rapport à un autre, mais dans une autre situation, ça va pouvoir varier. Donc l'ambiguïté, elle existe. Ensuite, il y a une hétérogénéité de ce qu'on appelle les anchor values, donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure en disant la valeur de 100, la meilleure état de santé possible. Est-ce que meilleur état de santé possible, ça veut dire la même chose chez tout le monde? Donc là, il y a aussi des débats par rapport à ça, d'autant plus que les définitions qui sont utilisées ou les libellés qui sont utilisés ne sont pas toujours les mêmes. Des fois, on dit santé parfaite, meilleur état de santé possible. Bon, est-ce que ça veut vraiment dire la même chose? Peut-être que ça pose moins de problèmes pour l'anchor value qui est au niveau de 1. Par contre, au niveau du 0, donc le pire état de santé possible ou une situation proche de la mort, etc., là, ça peut engendrer des difficultés plus importantes, en tous les cas, quand on veut estimer des QALY. Bon, les différentes méthodes que j'ai présentées tout à l'heure fournissent des résultats qui sont différents. Donc ça, c'est une problématique également. Donc, quelle méthode va-t-on favoriser? Actuellement, il n'y a aucune réponse claire dans la littérature, là, malheureusement. En plus de ça, on a des problèmes vis-à-vis de l'équité, qui est qu'un QALY est-il équivalent à un QALY? On pourrait se poser la question comme ça, c'est quoi cette question? Ça a l'air évident, là. Mais en fait, non. Là, quand vous prenez un QALY chez un enfant versus un QALY chez une population gériatrique, si vous prenez un QALY pour une maladie qui est orpheline versus une maladie qui est beaucoup plus fréquente, est-ce que vraiment un QALY, c'est toujours égal à un QALY? Le NICE, c'est clair que non. Pour les maladies orphelines, un QALY orphelin vaut plus que pour un QALY qui n'est pas orphelin. Il y a les préférences du public qui ne sont pas homogènes. Donc, on prend quelle perspective pour calculer les QALY? Perspective des patients, perspective des assurés sociaux, population générale, perspective des experts. Au début, quand on a développé les QALY, c'était beaucoup basé sur les experts. Maintenant, c'est basé sur les assurés sociaux, la population générale. Puis maintenant, on commence, là, depuis quelques années, à parler de plus en plus de la perspective des patients dans la mesure du QALY. Après, il y a la question du seuil d'efficacité. Je vais laisser parler ma collègue. Alors, évidemment, le QALY, il y a quand même un gros avantage, c'est qu'il permet de faire une comparaison pour différentes pathologies différentes. Ça, c'est vraiment un outil qui est très, très intéressant pour les agences d'évaluation, l'INES, la HAS en France, mais également pour les hôpitaux, comme l'hôpital dans lequel je travaille. Mais est-ce que c'est le seul critère qui est utilisé? Bon, la réponse, évidemment, c'est non, mais c'est un critère qui est très important. Donc, je vais commencer par vous présenter une enquête qui a été faite en France, qui vous fait voir la place des critères de coût ou de coût-efficacité. Ensuite, je parlerai des expériences dans mon établissement et ainsi qu'un outil qu'on a développé. Donc, une enquête qui a été faite en France, c'était l'an dernier, donc en 2016, on a fait une enquête auprès des décideurs hospitaliers dans tous les CHU de France. On leur a demandé d'identifier les critères qui étaient pertinents pour eux lorsqu'ils prenaient une décision d'investir dans une technologie innovante.
Donc, il y avait 47 critères qui étaient répartis en 8 catégories, 24 CHU qui ont été interrogés, 42 directeurs au comité. Parce qu'il y a différents comités en France là, quand on décide d'investir dans une innovation technologique. Donc, ça peut être les médicaments, mais il y a aussi les dispositifs stériles et les équipements biomédicaux. Donc, on a établi un seuil pour déterminer ce qu'étaient les critères les plus importants. C'est un seuil de 70% qui était jugé comme indispensable ou important, avec un autre seuil à 35% pour ce qui était considéré comme indispensable. Donc là, vous avez la liste des 11 critères les plus importants ou indispensables qui ont été générés suite à cette enquête. Et vous voyez que les plus importants sont des critères qui sont liés aux impacts pour le patient. Donc, ce sont des critères d'efficacité, des critères de sécurité. Il y avait aussi, qui m'a un peu surpris, la qualité de la preuve scientifique. Bon, en fait, c'est bien, ça veut dire que les directeurs sont sensibilisés à la qualité de la preuve. Je pense que l'INES devrait se réjouir de ce genre d'informations. Puis le deuxième élément qui ressort fréquemment, c'est les critères économiques. Donc, vous avez évidemment ce qui était ici en violet, les coûts d'exploitation, l'impact budgétaire global, les coûts liés à l'acquisition, donc l'investissement de départ, et l'efficience, donc le rapport de coût-efficacité ou coût par colis, ben, en fait, il est en 9e position sur les 11. Donc, ça donne quand même une idée relative de l'importance. Oui, c'est un élément important, il fait quand même partie des 11 comment dire, les plus importants sur 47, donc il fait partie quand même des 25% les plus importants, mais ce n'est pas non plus ce qui était arrivé en première position. Puis d'ailleurs, quand on discute avec les gestionnaires du réseau de la santé au Québec, c'est aussi la même chose. C'est un élément qui est très important, les coûts, le coût efficacité, mais ce n'est pas sur ça qu'on va forcément fonder une décision. Bon, après, les autres critères, on ne va pas en parler de façon précise, mais pour dire qu'ils existent et qu'ils sont quand même moins considérés. Alors, les expériences au CHUS, donc là, je vous donner 4 exemples. Les 2 premiers sont à mettre dans la même catégorie, donc les endoprothèses médicamentées puis les cathéters en électrophysiologie. Alors, non pas parce que c'est un problème cardiaque, mais parce que la façon dont ça a été considéré dans notre établissement, c'était beaucoup axé sur les coûts. Donc, en fait, les endoprothèses, là, la problématique qu'on avait, c'était que les médecins avaient les endoprothèses métalliques et ils voulaient faire rentrer les endoprothèses médicamentées de 2e génération. Donc, passer directement du métallique à la 2e génération sans passer par la 1re génération, parce qu'évidemment, ils voulaient ce qui était le plus efficace selon la littérature. Donc, les médecins, ils étaient vraiment en faveur de ça. Par contre, les gestionnaires, l'administration, voyaient surtout que les endoprothèses de 2e génération avaient un coût beaucoup plus élevé que les endoprothèses métalliques. Donc, du coup, ils voyaient que ça allait faire un trou dans le budget. Puis, comme il y a 1400 patients par an à traiter, ça faisait plusieurs millions. Donc là, ils étaient un petit peu frileux à cette idée-là. Donc, ils ont dit, on va demander à l'UETMIS, l'Unité d'évaluation des technologies des modes d'intervention en santé, de trancher, entre guillemets, de nous faire des recommandations par rapport à ça. Et là, c'est le critère de coût-efficacité qui a permis de concilier, en fait, la position des gestionnaires et des médecins, dans la mesure où l'analyse de coût-efficacité a permis de démontrer que, oui, peut-être c'était plus cher à l'achat. Par contre, ça permettait de faire moins de réhospitalisation, parce que les gens, ils avaient moins de sténose. Donc, du coup, ils revenaient moins souvent à l'hôpital. Donc, du coup, au final, on avait des économies qui étaient associées à ça, mais non pas liées à l'implantation, mais liées tout simplement au fonctionnement de l'hôpital et aux réhospitalisations. Pour les cathéters en électrophysiologie, c'était un petit peu la même chose. C'était que on avait la possibilité de faire retraiter les cathéters, donc du réusinage de cathéters. Puis, ce qu'on voulait s'assurer, c'est que ce soit sécuritaire et que tous les impacts organisationnels que ça allait générer étaient largement, entre guillemets, compensés par les économies qu'on allait faire en retraitant nos cathéters. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a démontré que c'était deux fois moins cher de faire du réusinage. Mais quand on a informé la compagnie qu'on ne voulait plus acheter des cathéters neufs, la compagnie a dit on ne va pas vous laisser partir comme ça. Ils ont négocié à la baisse les prix et les cathéters ont été divisés par 2. Donc, on peut se dire que les compagnies pharmaceutiques font des marges énormes, ce qui est effectivement le cas. Et le fait de simplement les menacer de ne plus utiliser leurs cathéters neufs et de les faire réusiner, ça a permis donc de garder les cathéters neufs, mais en 2 fois moins cher. Donc là, c'est vraiment des exemples où on montre que l'aspect des coûts était très, très important dans la prise de décision. Donc, c'est terminé. Par contre, en ce qui concerne les 2 autres éléments, là, l'aspect des coûts était beaucoup moins important. Alors, le biplan en neurochirurgie, ça coûtait 800 000 $ pour acheter le biplan pour notre hôpital, alors qu'on fonctionnait avec un monoplan. Alors, les arguments qui ont été avancés, ce n'étaient pas des arguments d'efficacité, c'était plutôt des éléments de pratique médicale. Le médecin se sent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus sécuritaire dans ses actes quand il utilise un biplan. Puis pour l'enseignement aussi, si on regardait le U du CHU, il faudrait aussi qu'on soit à la pointe de la technologie. Si on veut attirer des nouveaux
le nouveau médecin, bah, bon, ça prend un biplan, et alors, parce que le monoplan, c'est désuet, etc. Donc là, malgré le fait que ça coûtait pas mal plus cher, qu'au niveau de la sécurité, ça ne changeait pas grand-chose, on achète quand même un biplan parce que y a d'autres éléments à prendre en considération. Et pour le robot chirurgical, c'est aussi la même chose. Il n'y a pas énormément d'efficacité supplémentaire associée à ça. Par contre, au niveau de l'orientation stratégique de l'établissement, c'est un élément qui est énormément ressorti pour acheter le biplan. Puis aussi, il y avait l'histoire de la fondation du CHUS qui cofinançait l'achat du robot. Donc évidemment, ça permet de favoriser l'acquisition de nouvelles technologies de cette manière. Bon, le dernier élément, puis là, 30 secondes, c'est que compte tenu de tous ces différents critères, on a décidé dans notre établissement de développer un outil qui nous permet, comme une espèce d'aide-mémoire, qui nous permet de considérer les différents critères à considérer quand on veut prendre une décision. Évidemment, le rapport de coût-efficacité en fait partie. Puis la prochaine étape, c'est de donner une pondération à ces différents critères. Donc là, je ne vous explique pas comment on va faire, mais ça fait partie des étapes à suivre. Donc voilà, j'ai terminé. Je pense que j'ai dépassé un peu, mais... Non, ça devrait marcher. Je suis utilisatrice de Mac, donc ça va. Donc merci, bonsoir. Donc je suis ravie d'être ici. Donc en fait, c'est très bien parce que Thomas a introduit pas mal de concepts que je vais réutiliser. Mais j'avais préparé une présentation assez simple parce que je ne savais pas du tout en fait quel serait l'auditoire. Donc je serais ravie en fait d'avoir des questions qui vont un peu plus loin si des choses vous intéressent plus que d'autres. Donc en fait là, j'ai décidé de parler vraiment de l'exemple de la décision en santé au Royaume-Uni. Parce que comme Thomas le laissait entendre, c'est vrai qu'au Royaume-Uni, donc ces aspects d'évaluation économique sont au cœur de la décision, mais aussi donc ce fameux QALY dont il parlait, on lui donne en fait une valeur et donc on va voir en fait comment est-ce que cette valeur est définie. Et puis je vais vous donner en fait quelques intuitions sur ce qui guide la décision et donc cet aspect d'efficience, de coût-efficacité. Donc voilà, donc l'idée en fait c'est vraiment de parler un peu de ce prix qu'on va vouloir donner à l'année de vie en bonne santé, donc au QALY. Donc, quand on pense à l'évaluation économique en santé, eh bien, on se retrouve face à un décideur politique qui va faire des arbitrages. On sait très bien que le budget en santé est limité. En Angleterre, il est actuellement autour de 8% en fait du PIB. Mais donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, mon budget étant limité, je veux maximiser le gain que je peux obtenir de ce budget-là. Donc là, je veux maximiser la santé dans la population. Donc, essayer d'avoir un gain en santé maximum au moindre coût. Donc, la façon dont on va mesurer les gains en santé, donc Thomas l'a vu tout à l'heure, dès le moment en fait on va commencer à comparer des interventions les unes avec les autres, ou des programmes de santé les uns avec les autres, des traitements les uns avec les autres, eh bien on peut mesurer ces gains-là en années de vie gagnées, donc survie. On entend beaucoup parler par exemple de survie en termes de cancer, en fait de traitement du cancer. On peut aussi parler de gains en termes de nouveaux cas détectés. Donc, si on pense à un traitement en fait ou un examen que les gens font et on arrive à détecter plus de cas et puis pouvoir les soigner de la même façon, eh bien c'est un gain. Ou on peut aussi, bon, comme Thomas l'a mentionné, mesurer des gains ou des pertes sur une échelle de mesure de douleur ou de bien-être que les gens vont avoir. Mais si on utilise en fait un de ces trois critères ou plein de critères de ce type-là, finalement, on va souvent comparer les choses 2 à 2 ou 2 à 3, mais ensemble, en fait, parmi les mêmes décisions. Et dès le moment, en fait, où on veut parler vraiment du panier de soins entier que le décideur politique veut fournir aux patients, eh bien là, en fait, il nous faut une mesure commune. Et donc, idéalement, cette mesure commune, Thomas en a parlé, c'est celle qui va combiner à la fois la qualité et la quantité de vie. Et donc, c'est le QALY, en fait, qui est préféré. Et donc, cette année de vie en bonne santé, cette année de vie ajustée sur la qualité de vie, en fait, est vraiment au cœur de la décision pour l'ensemble du panier de biens et services, en fait, du décideur politique. Donc, quand l'économiste de la santé fait son travail, il guide, en fait, il fournit de l'information, en fait, aux décideurs. Mais au final, la décision appartient aux décideurs. Enfin, moi, sans titubeuf, je lui donne juste différents scénarios et je lui dis, en fait, le coût par QALY et puis il prendra sa décision. Donc, imaginons là que vous souhaitez en fait évaluer l'entrée d'un nouveau traitement dans le panier de soins. Donc, la façon en fait dont vous allez approcher la question, c'est de vous dire bon bah là actuellement, si ce traitement est pour un problème de santé,
quelle est la thérapie actuelle que ces patients ont. En fait, très souvent, en fait, on est sur de l'innovation. Donc, on va avoir un certain niveau de coût pour ce nouveau traitement. On va connaître aussi le coût du traitement actuel qui est utilisé. Et de la même façon, on va avoir une idée, en fait, du gain, donc ici du QALY, donc des années de vie en bonne santé gagnées par ce nouveau traitement. Et on va pouvoir les comparer, en fait, aux années de vie gagnées du traitement qu'on était en train d'utiliser. Donc, en fait, ici, on appelle ça, en fait, le coût incrémental par QALY. Donc, c'est le coût par année de vie, en fait, gagné du nouveau traitement qu'on regarde. Donc là, le décideur politique, eh bien, ce qu'il doit décider, c'est de se dire combien je suis prêt à payer pour une année de vie en bonne santé. Combien ce coût par QALY, en fait, à quel moment il devient intéressant pour mon budget ou pas. Et donc, pour savoir justement combien je suis prêt à payer, il va falloir définir un seuil. Donc, Thomas a prononcé ce mot tout à l'heure, mais moi, je vais passer plus de temps là-dessus. C'est ce seuil. Et donc, c'est être capable de se dire, bon, on sait très bien que si on est sur des thérapies innovantes, il y a de grandes chances qu'elles soient plus chères, mais aussi plus efficaces. Donc, on est plutôt là comme vous, quand vous allez acheter une voiture, vous voulez des options, mais vous vous dites, est-ce que je peux me permettre cette option supplémentaire? Ça s'arrête avec le budget. Et c'est pareil en santé ici. Le décideur politique, il va se définir un seuil en deçà duquel c'est vraiment très intéressant pour lui et le gain, en fait, rencontre son budget, puis un seuil au-dessus duquel il ne peut pas se permettre, en fait, cette dépense supplémentaire. Donc, l'économiste ici va penser en termes de coût d'opportunité et se dire, si je dépense plus pour cela, c'est de l'argent qui n'est plus disponible pour une autre décision. Donc, voilà. Donc là, on revient, en fait, au même graphique qui a été montré tout à l'heure par Thomas. Donc, je suis désolée, on ne voit pas tout à fait le bout droite. Mais donc, voilà. Donc, on a ce continuum ici horizontal où on a un traitement donc, qui, le plus à droite où il apporte un gain en santé plus élevé. Et le plus à gauche, en fait, c'est un gain en santé qui est plus faible. Donc, des années de vie en bonne santé, positives ou négatives. Et puis ensuite, pareil, une comparaison du coût. Vers le haut, en fait, un traitement qui sera plus coûteux et vers le bas, un traitement qui sera moins coûteux. Et donc, comme le disait Thomas, donc là, on a une décision évidente ici, qui est de dire, là, si on est sur cette option-là, elle est plutôt intéressante pour notre budget parce qu'elle est moins chère et elle est plus efficace que ce qu'on avait actuellement. Ici, une autre décision évidente où là, par contre, c'est le rejet qui nous intéresse. Et donc, comme il l'a très bien dit, c'est ces deux endroits qui restent qui nous intéressent. Donc, celui qui est en haut, en fait, il va y avoir un arbitrage. Donc, l'arbitrage est lié à cette question qui est de se dire, est-ce que le gain en année de vie en bonne santé que je vais observer ici vaut le coût supplémentaire que cela engendre? Et puis ici, c'est un autre type d'arbitrage, mais c'est un arbitrage en fait de se dire, alors là, peut-être que je vais perdre effectivement de la qualité de vie en bonne santé pour chaque individu, mais si ça me permet en fait de faire beaucoup d'économies, peut-être qu'il y a en fait un niveau à partir duquel je serais intéressé de le prendre. Donc voilà, donc l'idée ici, c'est de se dire qu'il va y avoir des droites. Donc là, vous voyez, j'en ai dessiné deux dans le cadre en haut à droite et puis une seule ici. C'est de se dire peut-être qu'en fait, en deçà de cette ligne, je serai intéressée pour prendre la thérapie. Puis au-dessus, elle ne m'intéresse plus, soit dans le cadre en haut parce qu'elle est trop chère par rapport au budget que j'ai. Et même si elle apporte en fait un gain, je ne peux pas me le permettre. Puis en partie en bas, c'est un peu pareil, c'est de se dire, je suis prêt à perdre un petit peu de qualité de vie et de quantité de vie, mais pas trop non plus, parce qu'en fait, voilà, ça dépendra de l'économie que je peux faire. Et donc, en fait, c'est ce seuil qu'on appellera le seuil de coût-efficacité qui nous intéresse. Et donc, ce seuil, c'est finalement le critère d'efficience que vont utiliser les décideurs politiques. Et alors, en fait, il faut se dire, comment est-ce qu'on le définit, ce seuil? Quelle est sa valeur? Moi, j'aimerais savoir sa valeur. À partir de ce moment-là, je saurais ce que je prends ou pas comme innovation thérapeutique. Donc, si on regarde en fait les travaux de l'Organisation mondiale de la santé, autour des années 2000, en fait, ils avaient mentionné dans un rapport que ces gains de santé, donc ce coût-efficacité, ce seuil, pourrait être estimé à partir du PIB de chacun des pays. Donc, se dire, chacun des pays regarde le PIB en fait qu'ils ont, donc le produit intérieur brut, et peuvent définir en fait le niveau de coût-efficacité. Et donc, leur suggestion, c'était de se dire, peut-être qu'une thérapie sera jugée comme étant très coût-efficace dès le moment en fait où le coût par année de vie en bonne santé est inférieur au PIB par habitant. Donc voilà, se dire à partir de ce moment-là, on dira que c'est très coût efficace. Ensuite, ils suggéraient que ce soit considéré comme étant coût efficace, donc non plus très coût efficace, mais coût efficace de 1 à 3 fois le PIB par habitant. Et puis qu'au-delà de 3 fois le PIB par habitant, ce n'était pas du tout coût efficace. Donc pour vous donner un ordre d'idée, parce que je ne sais pas si vous savez quelle est la valeur du PIB, donc voilà. Donc au Canada, en fait, j'ai vérifié ce matin, donc le produit intérieur brut est de 42 158 $ canadiens.
Donc ça, c'est une fois ça, très coût efficace. 3 fois ça, c'est coût efficace. Au-delà, on ne peut pas se le permettre. Donc ça revient quand même assez cher, on va dire, par année de vie en bonne santé. Mais bon, on ne sait pas en fait quelle est la valeur. En France, le produit intérieur brut, en fait, serait autour de 31 735 €. Donc voilà, ça donne une idée. Puis en Angleterre, alors notez bien la valeur en Angleterre, parce qu'on va en parler dans 2 minutes. Donc en Angleterre, le produit intérieur brut est de 30 500 livres sterling. Donc c'est l'équivalent de 51 500 $ canadiens. Donc voilà, donc ça c'est une façon en fait de définir le seuil qui a été suggérée par l'OMS, qui est très souvent en fait suggérée d'utilisation aussi dans des pays en voie de développement, mais qui tout de même en fait guide peu les décisions. J'ai envie de dire, je l'ai pas souvent vu en fait dans des décisions comme étant le seuil utilisé. Mais bon, en tout cas c'est suggéré. Si on revient un petit peu à mon idée en fait de vous achetant une voiture ou du décideur politique et des 8% par exemple du produit intérieur brut étant dans l'investissement en santé, on pourrait se dire que finalement le seuil il est complètement défini en fait par ma contrainte de budget. Donc il est complètement défini dans ce budget que j'ai, dont je dispose. Et donc voilà, donc c'est se dire finalement est-ce que si je regarde mon budget, eh bien j'ai ma valeur, je sais un petit peu l'opportunité que j'ai. Donc alors, tout ça, finalement, revient à se dire, alors qu'est-ce qui se passe? Comment se passe la décision? Et donc, actuellement, eh bien, un seuil est plus ou moins implicite, on va dire, dans les décisions de santé. Et donc, très souvent, utilisé comme un critère d'entrée dans le panier de soins. Mais le seul pays, en fait, au monde qui a vraiment un critère explicite, utilisé depuis 2004, c'est l'Angleterre. Et donc, au Royaume-Uni, on dit qu'une thérapie, en fait, sera innovante et jugée, en fait, coût efficace, dès le moment où son coût par quali sera entre 20 000 et 30 000. Donc là, c'est plus vraiment ça, vous voyez, c'est plutôt un intervalle. Et là, c'est de se dire, voilà, si la thérapie innovante est en deçà de 20 000 livres par quali, je vais la considérer comme étant très coût efficace. De 20 000 à 30 000 livres par quali, eh bien, elle est jugée coût efficace, mais on va aller regarder un petit peu d'autres critères qui sont peut-être dans l'incertitude de cette valeur. Puis au-delà de 30 000, eh bien, je ne peux plus la juger comme étant coût efficace. Donc voilà, donc vous voyez, par rapport à tout à l'heure quand on parlait du PIB, donc de 3 fois le PIB à la façon OMS, on n'est pas du tout dans ces ordres-là ici, c'est vraiment beaucoup plus faible. Et donc après, il y a d'autres pays, donc il y a un article assez intéressant qui avait regardé un petit peu tous les pays, les comparer. Il y a d'autres pays où finalement il y a des seuils mais indicatifs qui sont suggérés en fait. Donc par exemple l'Irlande en fait utiliserait un seuil par quali de 45 000 livres, la Suède aussi de 45 000 livres, mais aux Pays-Bas on est plutôt autour de 20 000. Donc vous voyez des pays qui changent beaucoup, alors que je ne suis pas convaincue par exemple que leur produit intérieur brut change tant que ça. Et donc voilà. Alors en France, par contre, eh bien, la décision de remboursement, elle est essentiellement fondée en fait sur une évaluation du service médical rendu et je l'ai mis 2 fois. Service médical rendu. Et donc voilà. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de seuil vraiment utilisé actuellement. Ce que j'ai pas mis en fait sur mes diapositives, mais sur ce sur quoi je veux revenir par rapport à ce que Thomas suggérait tout à l'heure. Donc voilà. Donc au Royaume-Uni, je vous dis, c'est 20 000 à 30 000 pounds par quali, et ça, c'est le seuil de routine. Et depuis 2004. Donc, il n'a pas changé depuis 2004. Donc, on peut se poser des questions par rapport à la conjoncture en fait économique qui aurait pu faire changer cette valeur. Se dire peut-être que le budget entier à la santé a changé lui aussi. Pourquoi est-ce que le seuil n'a pas changé? Donc là, je peux vous assurer qu'il n'a pas changé. Cependant, en 2009, on a revu à la hausse ce seuil. Donc, pour parler, par exemple, de ces groupes de patients qui peuvent avoir certaines priorités, et donc, est-ce que le quali d'un patient dans un soin de routine ou un quali d'un autre patient est différent. Pour les patients en fait qui étaient en fin de vie, donc on va parler des patients qui ont moins de 24 mois, donc qui sont atteints d'une maladie en fait qui leur offre moins de 24 mois de survie, qui représentent moins de 7 000 individus dans l'Angleterre en fait par an en fait qui sont malades. On était prêt en fait à monter le quali de 50 000 à 60 000 livres par quali. Donc voilà, donc se dire est-ce qu'on était sur des soins en fait on appelle de fin de vie, donc des soins des patients en fin de vie. Ben là en fait on voyait le quali à la hausse. 2012, pareil, un petit changement dans le seuil pour les patients donc des maladies orphelines, où là on est allé jusqu'à 90 000 livres par quali, mais uniquement pour les patients qui étaient atteints d'une maladie orpheline avec un médicament qui était appelé orphan drugs, donc 90 000. Et en fait, ce 90 000 a été changé au mois d'avril de cette année pour passer à 300 000 livres par quali. Donc voilà, donc vous voyez des valeurs en fait beaucoup plus grandes. Mais alors, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que d'autres travaux ont été financés récemment. Donc, j'en ai parlé à mon séminaire à midi, je n'avais pas prévu d'en parler, mais maintenant, en fait, qu'on a commencé à parler des sous-groupes.
Donc, d'autres travaux ont été faits récemment par l'Université de York. Donc, j'ai des références si des personnes sont intéressées, où eux sont vraiment allés regarder, en fait, quelles sont les conséquences en disant, eh bien, il y a deux types de patients. Il y a les patients, en fait, qui vont bénéficier d'une thérapie innovante, mais il y a aussi les patients, en fait, qui vont supporter le coût d'opportunité de cette thérapie innovante étant investie. Et donc, comme le budget, on peut pas dire que le budget, il n'est pas dépensé, le budget est complètement dépensé. Donc, dès qu'une décision est prise, il faut la financer. Donc, ce qui veut dire peut-être qu'il va y avoir des espaces, en fait, où on va aller faire un peu plus d'économie ailleurs. Donc, eux ont regardé une année entière de décision en Angleterre, dans le NHS, et sont allés mesurer, en fait, les patients qui avaient l'air d'y perdre plus que d'autres, mais surtout, ils sont allés voir, en fait, quelle pourrait être la valeur de ce seuil qui ferait le moins de désastres, de dégâts, en disant, mais voilà, est-ce qu'en payant 20 000 ou 30 000 livres par quali, on n'est pas en train de faire pire que mieux, parce qu'en voulant financer plus et améliorer la santé de certaines personnes, eh bien, il y en a d'autres qui y perdent. Et donc, leur estimation se retrouve autour de 13 000 livres par colis, donc 12 940. Donc voilà, donc le prix finalement qui, selon les travaux de ces chercheurs, en fait, serait le plus juste afin de prendre des décisions en fait, qui permettent une allocation des ressources qui soit la plus efficace possible et qui ne fasse pas en fait, qui n'ait pas de conséquences négatives sur le reste des patients, serait de payer 13 000 livres par colis. Donc, ce que j'ai envie de vous dire comme message, c'est de dire que payer plus pour un colis n'est pas forcément en fait améliorer la santé des gens. Et la question à se poser derrière tout ça, c'est de se dire, mais alors si on paye beaucoup plus pour chacune de ces thérapies innovantes, à qui bénéficie en fait le coût? Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup Sandy et Thomas pour ces belles interventions. C'est vraiment intéressant et on va ouvrir la discussion et les questions. J'aimerais en fait en profiter pour saluer les personnes de Québec qui sont à distance avec nous. On a oublié de les saluer au début, donc merci d'être là et de nous suivre à distance. Donc, est-ce que vous avez des questions pour nos conférenciers? Je vous en prie, madame. Alors, en fait, ce que je vais faire, si vous voulez bien, pour les gens de Québec, c'est que je vais répéter votre question après. C'est ce qu'on m'a recommandé de faire. Alors, je vais juste répéter la question. On a quelqu'un qui nous demande si ces méthodes s'appliquent uniquement aux nouvelles technologies ou s'appliquent aussi également aux interventions qui sont actuellement en cours ou en révision. Non, tu as un micro devant toi. Ça marche pas, ça? Il marche pas. Celui-là, il marche. Ça doit marcher pour Québec. Non, il n'y a pas de lumière. Enfin, celui-là, il y a lumière. OK. On va partager celui-ci. J'ai pas peur du tout de pas parler assez fort, hein, mais c'est plutôt pour être sûr que les gens écoutent. Donc oui, alors on parle de thérapie innovante là. Donc par exemple, ça très souvent des anticancéreux. Ça peut être aussi des maladies neurologiques, enfin différentes maladies, traitements. C'est aussi utilisé en fait pour les interventions en fait chirurgicales très souvent. Alors après, à midi, justement, on en discutait durant mon séminaire. Donc, en santé publique, c'est un peu différent parce qu'en santé publique, le coût par quali, en fait, va être un peu plus difficile. Je pense que dès le moment où on est sur une intervention où on peut mesurer à la fois un gain en quantité de vie et un gain en qualité de vie, eh bien, il sera facile d'obtenir un quali. Si vous êtes, par exemple, sur une intervention en santé publique qui peut améliorer différentes dimensions de la santé de l'individu, en fait, ça devient un peu plus difficile de mesurer un quali. Et donc là, de s'appuyer en fait sur ce coût par quali devient plus délicat. Donc au NICE, actuellement, en fait, beaucoup de travaux sont en cours pour créer un cadre de référence et d'analyse, par exemple, pour la santé publique en particulier. Alors après, si vous posez des questions plus en termes, par exemple, de clinique, de guide clinique, on va dire, par exemple, sur la façon dont les infirmières vont traiter les patients, etc. Donc là, on ne sera pas du tout sur du coût par quali. Donc le NICE, en fait, ne fait pas de recommandations à ce niveau-là. Donc oui, donc c'est vraiment la thérapie innovante, donc soit du médicament, soit la thérapie innovante dans le sens prothèse de nouveaux types, etc. Donc, voilà. Thomas, une réponse? Oui, en fait, c'est la même chose, effectivement. Mais en fait, il y a une distinction aussi à faire entre le niveau d'évaluation, si vous le faites au niveau national ou au niveau plus au sein d'un hôpital.
vous pouvez vous retrouver avec des technologies pas du tout innovantes, mais vous aurez des coûts par colis parce qu'effectivement, vous pouvez avoir un impact sur la qualité de vie des patients. Donc, c'est applicable, comme le disait Sandy, dans tous les cas de figure où il y a un effet sur le patient, là. Un effet de qualité de vie sur le patient ou de mortalité sur le patient. Une autre question? Caroline, vas-y. On est très, très axé sur la valeur, sur la valeur, donc, et à l'échelle d'un système de santé. Parce que à quoi sert maintenant d'adopter une approche par QALY, c'est une approche micro, en fait, parce que là, on commence à avoir des problèmes un petit peu plus macro, systémiques. Hein? Les dépenses ne cessent, alors les innovations ne cessent d'arriver sur le marché et on a des budgets de plus en plus limités. Alors, comment vous pouvez voir l'application de ce QALY-là à l'échelle systémique, c'est-à-dire pour essayer de donner plus de valeur à un système de santé, ou d'en avoir plus pour une valeur qui soit plus... c'est difficile à dire, là, une valeur qui ait plus de valeur, mais aujourd'hui, on se dit avec les médicaments, que ce soit en oncologie, parfois on s'aperçoit quelques années plus tard qu'on a payé des médicaments antinéoplasiques là, qui n'étaient pas peut-être efficients, coefficients. Alors, comment vous introduisez cette notion de QALY dans une valeur qu'on pourrait peut-être voir comme plus systémique? Parce que nos systèmes ne pourront plus continuer à introduire comme ça des interventions en santé, même si les QALY sont favorables à leur introduction dans les systèmes. Alors, comment vous le... En fait, c'est au cœur même en fait, de l'innovation, entre guillemets, QALY. C'est justement de faire en sorte qu'on puisse ordonner les technologies de la plus efficiente à la moins efficiente. Donc, si vous avez une technologie avec des QALY négatifs, parce que le coût est négatif, donc il y aurait des économies de coûts, puis il y aurait des avantages en termes de QALY, ben ceux-là, vous les mettez en haut de votre liste, jusqu'à des coûts par QALY de 500 000 $ par QALY, etc. Donc, en fait, c'est justement dans cette optique-là que ça a été créé, de façon à pouvoir utiliser les ressources dont on dispose de la façon la plus efficiente possible. C'est vraiment la philosophie des QALY. Après, est-ce que dans la réalité, est-ce qu'on a une liste où on va ordonner toutes les technologies puis les classer? C'est pas vraiment ça qui est fait, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, on a fixé un seuil. Enfin, on a fixé, implicitement, on a fixé un seuil. Le Canada ne dit pas qu'il a un seuil, mais quand vous regardez le guide d'analyse de la CMTS, on se rend bien compte que le 50 000 $ par QALY, il existe, même s'il n'est pas officiel. Pour l'INES, c'est un peu la même chose. Puis en France, tout à l'heure, on parlait pour l'Angleterre de 300 000 livres sterling pour les maladies orphelines. En France, en fait, j'étais à un colloque là, il y a quelques mois. Il y avait une des personnes de la HAS, une des responsables, qui parlait d'un seuil de 500 000 € par QALY. Donc, il n'y a pas de valeur officielle, mais jusqu'à 500 000 € par QALY, apparemment, c'est acceptable. Au-delà, ça ne l'est plus. Et tout ce qui varie autour de quel niveau on accepte, c'est aussi fortement relié à l'incertitude qui est associée à la technologie en question. Parce que quand c'est innovant, généralement, il y a peu de données probantes. Donc, du coup, on a de la difficulté à faire... Donc oui, c'est un outil qui permet justement de mieux gérer l'efficience. Après, la façon vraiment pour faire en sorte que ce soit le mieux, c'est perspective de santé publique avec ordonner tous les coûts par QALY, puis voilà. Mais est-ce qu'on va le faire? Oui, mais maintenant, je suis d'accord avec vous. Tout à l'heure, vous mentionniez que lorsqu'il a été question de retirer ou de réutiliser une technologie médicale, le fabricant vous a dit, écoutez, on va réduire le coût. Bon, mais moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est la valeur réelle donc d'une technologie médicale, et ce QALY ne permet pas de la saisir, parce qu'après, ça a des répercussions systémiques. C'est dans ce sens-là où je trouve qu'on va très loin aujourd'hui dans cette évaluation, dans ce type d'évaluation-là, mais c'est très local, donc, et on perd un petit peu notre vue d'ensemble. Et je comprends qu'on arrive là à les ordonner, tout ça, c'est très, très bien. Mais qui vous dit que, par exemple, une thérapie médicamenteuse antinéoplasique, elle vaut 500 000 $ par année pour un patient? C'est ça la raison. Non, alors, la façon dont les QALY sont calculés, donc ça va revenir vraiment à, par exemple, des essais cliniques. Donc moi, je voyais quand j'étais au niveau du NICE, la plupart du temps, on regardait justement comment avaient été générés ces QALY, est-ce que c'était fait de manière solide ou pas. Ce qu'il faut regarder aussi dans les recommandations, par exemple, que fait le NICE pour le NHS,
donc pour le système de santé britannique. Les décisions en fait sont revues au bout de 2 ans. Donc au bout de 2 ans, en fait, on regarde comment est-ce que ça s'est passé, combien ça a vraiment coûté au final au NHS, et si on continue ou pas. Et donc justement, il y a eu à un moment donné en fait des technologies qui étaient très innovantes, mais très très chères. Et le NICE en fait ne les recommandait pas au NHS parce qu'il partait du principe que c'est beaucoup trop cher. Et donc ils ont commencé à créer ce qu'ils appelaient le Patient Access Scheme, où en fait le fabricant donnait en fait son évaluation avec le prix initial, puis ensuite disait bon ben voilà, ben ça c'est le prix initial, mais en fait ce qu'on va faire, c'est si on prenait à notre charge complète les 2 premières années de traitement des patients, voilà comment le prix en fait réduirait. Et après 2 ans, si vous êtes satisfait, et bien dans ce cas-là, c'est le NHS en fait qui couvrira le coût. Donc il y a eu ces distinctions-là qui ont été faites. Donc au final, moi je pense surtout qu'il y avait une inflation du prix qui était faite avant le Patient Access Scheme. Le fait est, c'est que aujourd'hui, en fait, le NICE commence de plus en plus à se poser des questions en termes de désinvestissement. Donc, alors qu'en fait, très souvent, la question et la façon dont je l'ai présentée, c'est de se dire, est-ce qu'on est prêt à investir dans une nouvelle technologie? C'est aussi se poser la question inverse, c'est de se dire, est-ce qu'actuellement, en fait, les pratiques que l'on a ne nous coûtent pas plus cher que ce qu'elles devraient nous coûter? Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux qui sont intéressés au désinvestissement en Angleterre. Donc voilà. Et donc là, c'est très difficile en fait au niveau du désinvestissement parce que finalement vous remarquerez que je vous ai montré les 2 graphes en vous montrant que le graphe de désinvestissement, je ne vous ai pas donné de seuil parce qu'en fait il n'y en a pas pour l'instant ici. Mais je pense qu'en fait c'est vraiment ici que les choses vont aussi se passer parce que dès le moment en fait où on se rend compte du besoin financier que va avoir en fait le système de soins, et de se dire, ben là, il y a peut-être des choses en fait qu'on fait où on pourrait aller faire des économies. Et je ne parle pas des économies en termes de faire une moins bonne qualité des soins ou d'allonger les listes d'attente, mais de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des zones dans lesquelles en fait on pourrait faire un désinvestissement. Donc voilà. Donc je pense qu'en fait aujourd'hui en fait le NICE se tourne beaucoup plus sur ces aspects des investissements. J'ai vu en fait des projets du NIHR, donc National Institute of Health Research, qui se sont en fait intéressés à regarder un peu plus du désinvestissement. Donc voilà, donc ça va plus loin dans votre question. Désinvestissement, ouais. Disinvesting. Voilà. Non, c'est vraiment ça, c'est du disinvesting, oui. J'ai une question en 2 morceaux qui est en prolongement de celle de madame. De quelle façon ça peut s'appliquer à des grands systèmes? Quelqu'un qui voudrait décider, par exemple, à combien de millions de personnes au Québec ça vaut la peine de cesser de vacciner pour l'influenza. Aujourd'hui, on vaccine très peu, si on regarde le nombre de personnes. Puis, de façon négative, de quelle façon on pourrait dire on ne donne pas de médicaments anticancéreux à partir de telle étape pour faire souffrir plus longtemps quelqu'un à un très, très haut coût? Est-ce que ces instruments peuvent s'adapter, non pas à un hôpital, mais disons à un système comme un groupe d'assurés aux États-Unis ou bien tout le Québec? Alors, je peux vraiment répondre tout de suite à la seconde partie de la question parce que justement, je fais partie actuellement d'un essai clinique, donc je suis l'économiste de la santé, dans un essai clinique en fait sur des cancers de fin de vie. Et où là, on propose aux patients en fait d'avoir des vacances de leur traitement. Donc, c'est-à-dire que on sait tous que des anticancéreux en fait très souvent rendent les patients très très malades, et que pour le bénéfice en fait qui est fait en termes de survie, quelquefois le patient dans l'arbitrage survie ou qualité de vie, préférera souvent la qualité de vie, sachant que de toute façon sa survie est déjà très remise en cause. Donc là en fait sur l'analyse que l'on a, donc on va suivre des patients au plus 36 mois, s'ils arrivent à survivre 36 mois, sachant qu'on en a déjà perdu. Et donc c'est un cancer en fait des reins. Et là, tous les 15 jours, en fait, on mesure leur EQ5D, donc le HEROCO, le 5 dimensions dont parlait Thomas. Donc voilà, donc là, on va vraiment travailler sur des qualis. Donc l'essai clinique a non seulement été préparé en fait pour utiliser comme primary outcome en fait les qualis, donc voilà, basé là-dessus. Et ensuite de se dire, alors si nos patients qui ne reçoivent pas de traitement finalement sont des patients qui y gagnent en termes de qualité de vie et qui eux-mêmes en fait s'auto-évaluent comme étant mieux et en bénéficiant, est-ce que finalement l'option de donner aux patients, de leur dire voilà, peut-être que votre traitement va vous rendre plus malade qu'autre chose et ce serait mieux de ne pas vous soigner, mais c'est votre choix, c'est un choix personnel qui appartient aux patients.
Donc voilà. Donc là, je pense que cet essai clinique a été un des premiers en fait, où on est vraiment sur du drug-free survival, donc en fait pas du tout de médicaments pendant un certain temps et de manière régulière. Donc là, si vous voulez, tous les 15 jours, donc on mesure leur état de santé, mais surtout aussi on fait de manière régulière en fait des radiographies des tumeurs. Et donc en fait le patient, tant que sa tumeur ne grossit pas et est stable, il peut continuer en fait à ne pas prendre son traitement. Et donc voilà. Mais je pense qu'en fait aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus d'individus qui sont prêts à faire face en fait à cet arbitrage en étant tellement malades en effet secondaire par leur traitement, qu'ils seraient prêts à faire cet arbitrage-là. Mais d'autres gens le feront pas. Donc je pense qu'en fait le système de soins ne peut pas prendre cette décision-là. Par contre, je pense que ça doit devenir en fait une option parmi les propositions de traitement faites aux patients. Donc voilà. Ah ben là, le CALI, il mesure exactement la qualité de vie et la survie de l'individu. Donc là, en fait, c'est l'outil qu'on utilise pour regarder comment est-ce que le patient se sent à chacun des points du temps. Et surtout, il nous permet de nous dire, voilà, est-ce que cette année de vie en bonne santé, bon, ben, on sait bien qu'elle est gagnée puisqu'il continue à survivre, et à chaque point du temps, on mesure sa qualité. Donc voilà, donc là, on pourra faire un coup par quali à chacun des points du temps. Et donc, pour la première partie de la question, donc, qui était sur la vaccination, donc là, je pense que ça peut se rapprocher un peu des problèmes de santé publique et qui sont de se dire, là, en fait, l'analyse qu'on a, donc ça va être un modèle de décision de long terme. En fait, où on regarde des effets en fait de très long terme, donc très souvent en fait sur l'horizon complet en fait de la vie des patients, qui est en fait la méthode de base en fait de l'économiste de la santé. Un économiste de la santé, la plupart du temps, quand il fait une évaluation, il fait pas une évaluation seulement durant l'essai clinique, mais il fait une évaluation sur du très long terme. Et donc là, en fait, les cas évités de maladies donc peuvent être pris en compte. Par contre, l'utilisation du QAI dans ce genre de cas de figure-là est plus difficile. Donc, on sera plutôt sur la coût-efficacité avec nombre de cas détectés versus nombre de cas en fait malades et des difficultés. Donc voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bon, on peut rajouter par rapport au dernier point que tu viens de soulever, pourquoi est-ce qu'on utilise moins les QALY pour la vaccination? C'est parce qu'effectivement, si on sait le nombre de vies qui vont être sauvées avec des vaccinations, on ne sait pas non plus quelle est la qualité de vie des gens qui vont vivre suite à la vaccination. Donc, mais il existe des études où on va mesurer de façon longitudinale la qualité de vie de ces patients-là et où on pourrait faire des extrapolations à savoir c'est quoi le coût de la vaccination versus la qualité de vie en termes de QALY. C'est plus rare, là, mais ça existe. En attendant que des personnes réfléchissent à leurs questions, moi j'en ai une aussi. En fait, qu'on regarde dans les cas théoriques issus d'économie avec le modèle du capital humain, du capital santé de Grossman, ou qu'on regarde aussi dans les cas théoriques issus de la santé publique avec les déterminants de la santé, on sait, il y a plusieurs études qui ont montré que non seulement les personnes les plus défavorisées produisent de la santé de façon moins efficiente que des personnes favorisées, mais également ce qu'on a vu, ce que les études montrent aussi, c'est que ils ont une espèce de valeur de la santé qui est moins élevée, les personnes plus défavorisées, que les personnes plus favorisées. Est-ce que c'est des choses dont vous tenez compte dans les calculs de QALY? Pas dans le calcul du QALY. En fait, est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que vous voulez pondérer? Est-ce que vous pondérez vos QALY par, admettons, les personnes que vous interrogez? Non, en fait, la perspective que tu suggères là, ce serait une perspective individuelle, en fait, qui serait de se dire, est-ce que l'individu valorise ou pas sa santé? Est-ce que, par exemple, l'utilité qu'il retire de fumer, finalement, est beaucoup plus grande pour lui que l'utilité de ne pas fumer et d'être en meilleure santé? Donc, moi, je pense qu'en fait, ce serait complètement erroné, voire immoral, de moi-même, en calculant un QALY, de prendre cela en compte. Donc, voilà. Donc, j'estime que ce serait pas normal de le faire. Après, il est très possible que l'individu, en fait, le reporte lui-même. Donc, si par exemple, je prends un essai clinique où les individus remplissent un questionnaire de qualité de vie et qui me donnent, en fait, eux-mêmes, en fait, s'ils se sentent, je sais pas, très anxieux, pas très anxieux, sévèrement limités dans leur vie de tous les jours, etc. Donc là, si tu veux, la qualité de vie qu'ils auront donnée portera leur propre préférence sur leur santé. Mais moi, si par exemple, je vais utiliser, en fait, le poids en fait qui est créé par nos analyses en population générale, je fais pas ce choix-là. Enfin, c'est pas un choix qui m'appartient. Ce sera plus dans l'auto-évaluation que l'individu aura lui-même de sa santé.
Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est dans une étude populationnelle, il n'y a pas de problème puisqu'on va avoir une représentativité de la population. Mais si on s'adresse, admettons, à un milieu plus défavorisé, une étude qui s'adresserait à un milieu plus défavorisé, comment tenir compte de la valorisation de la santé qui va être moins élevée que dans la population générale? Ça, je ne pense pas que ça a été prouvé, premièrement, parce que la façon de avec l'Equali, si tu fais remplir des questionnaires indirects de Q5D ou SF6D, est-ce qu'une population, enfin, ils vont déclarer leur état de santé, là, donc ça va donner une espèce d'amélioration, pas d'amélioration, mais une valeur d'utilité, puis après tu leur mets l'intervention, ils vont remplir le questionnaire à nouveau, donc il va y avoir une variation. Ce qui nous importe, c'est la variation, donc même s'il évalue plus bas sa santé, après il va avoir la modification, donc cet aspect-là va être moins important parce que c'est la variation qu'on regarde. Puis ensuite, comment dire, non. Non, mais si par exemple tu prends, enfin moi je vois le système de santé britannique, donc il est financé par taxation. Donc c'est-à-dire que chaque mois, chacun des individus en Angleterre en fait est taxé pour financer le système de soins. Donc c'est taxé de manière en fait progressive. Donc, mais au final, tout le monde bénéficie en fait des soins de la même façon. Et si un individu a une tendance à aller plus souvent à l'hôpital ou plus souvent voir le médecin de manière régulière qu'un autre, eh bien, ça se ressentira dans lui, dans son état de santé, dans les coûts, par exemple, engendrés. Mais le fait est, c'est que dans le calcul qu'on aura du QALY ou le calcul qu'on aura, en fait, de notre évaluation économique, je tiendrai compte d'un individu, en fait, global et général. Après, si on se base, en fait, sur des données d'un essai clinique, on se basera sur les données telles qu'elles ont été mesurées. Thomas est correct, en fait. L'idée, c'est pas du tout, non, mais ah oui, non, je sais que vous utilisez pas le mot correct de la même façon que moi, donc voilà. Mais en fait, ce qu'on va mesurer, c'est une différence dans un point du temps. Donc, par exemple, dans le essai clinique, on parle de la baseline, en fait, à un follow-up. Donc, après, avant et après. Et donc, je pense que c'est plutôt cette histoire du avant. Et par exemple, nous, dans nos méthodes, on va peut-être aller regarder, à corriger, par exemple, dans un essai clinique, si on a deux bras de traitement, on va aller essayer de vérifier qu'il y avait bien une bonne randomisation qui était faite, c'est-à-dire que les individus que l'on comparait n'étaient pas déjà différents à la base, mais dès le moment où cela en fait a été corrigé, et c'est indépendant en fait c'est indépendant. Enfin là, on parle vraiment d'une randomisation. Et donc voilà, donc on vérifie en fait que la randomisation est bien faite et que là on est bien en train de comparer des individus qui étaient similaires mais qui n'ont pas reçu la même chose. Ou de la même façon, en fait, on pourrait très bien vérifier que par rapport au protocole de départ, les individus qui devaient recevoir le traitement A ont au final bien reçu le traitement A. Et voilà. Mais sinon, je pense que ces caractéristiques, en fait, liées soit à sa perception ou aux aspects socio-économiques, ne nous appartiennent pas, en fait. On n'a pas à faire ce choix-là. Ce serait complètement immoral. Oui, je vais te donner le micro. D'accord. Un test, ça va? Bon. Alors, quelle que soit la valeur du QALY qu'on accorde et qui peut être revisée, ça implique relativement un coût de développement parce que c'est une nouvelle technologie, c'est innovant, c'est X milliers de dollars qu'on investit. Alors, donc, l'outil sert à avoir l'acceptabilité, mais après, pour le financer, est-ce qu'il y a d'autres outils pour prioriser, pour pouvoir le mettre en place, l'accepter? Parce que ça reste des développements et c'est inflationniste, les développements. On ne peut pas toujours ajouter sans enlever ou reviser. Vous avez parlé de désinvestir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres étapes pour soit prioriser ou… Alors, moi, je peux parler uniquement de l'Angleterre, donc qui est l'endroit où je vis et que je connais le mieux. Donc, dès le moment en fait où le NICE a fait une recommandation, donc le NICE, c'est vraiment cet institut qui fait des recommandations pour les soins, pour le panier de soins du NHS. Donc, chacun des patients reçoit son traitement au sein du NHS. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un contrat moral. Dès le moment où le NICE a fait une recommandation, le NHS est engagé à la suivre. Et donc, il y a vraiment des études qui montrent à quel point, on peut vraiment voir des deux courbes, par exemple, je sais pas, le traitement qui était utilisé actuellement, et on voit très bien qu'il commence à descendre quand le traitement nouvellement recommandé, en fait, commence. Donc voilà, donc on se rend compte vraiment que au sein des 6 à 7, 8 mois, en fait, qui suivent une décision du NICE, le NHS la prend en compte. Donc soit. Après, voir des priorités. Donc, c'est un tout petit peu différent du par QALY, mais je vais quand même le mentionner parce que j'ai certains de mes travaux qui s'y sont intéressés. Donc, en Angleterre, en fait, le NICE a vraiment été créé pour éviter cette
postcode lottery en fait dans le traitement de soins parce que pendant longtemps l'Angleterre en fait était organisée par PCTs, donc Primary Care Trust. Donc chacun des endroits régionaux en fait recevait une enveloppe d'argent en fonction des besoins définis localement, donc le nombre d'enfants, mais les personnes âgées, etc. Et donc en fait distribuait les soins en fonction de cette enveloppe financière. Donc les choses ont été relativement changées. Les traitements maintenant sont plus décidés au niveau national, mais il y a quand même en fait toujours cette décentralisation en fait des décisions plus locales. Et donc on va se retrouver avec certains trusts qui font des choix un peu différents. Donc par exemple, si on prend le cas du gastric band en fait, donc la chirurgie bariatrique, donc qui est une chirurgie en fait qui est recommandée par le NICE pour les individus obèses, donc avec un IMC, c'est ça, IMC, c'est ça, IMC parce que je ne sais jamais les noms, les sigles. Donc un IMC en fait morbide, donc, qui doit être autour de 35, je crois. Donc les personnes avec IMC morbide, en fait, on recommande et on les autorise à avoir le traitement bariatrique, donc c'est-à-dire une chirurgie en fait qui va réduire leur estomac. Et donc c'est une chirurgie en fait qui coûte relativement cher à faire. Et donc certains trusts, donc certains endroits plus locaux, enfin régionaux, quoi, avaient décidé en fait de ne pas le faire, pas de pas le faire du tout, mais en fait de rallonger l'accès en fait à la chirurgie bariatrique aux individus en les forçant dans un premier temps, par exemple, à participer à des programmes minceurs. Donc en disant, oh là là, mais nous, ça va nous coûter très cher si tous les individus dans notre région, en fait, ont droit à cette chirurgie. Et donc, en fait, ce qu'ils ont créé, c'est une obligation, d'abord, dans un premier temps, que les gens aillent dans un programme minceur. Donc voilà, donc l'idée, c'était pas du tout contre la décision du NICE, ils l'ont simplement, en fait, un petit peu réadapté à leur propre sauce, en fait, localement. Donc voilà, donc on peut voir ce genre de choses-là. Mais il y a un vrai engagement de faire les choses de la façon dont elles ont été décidées. Et donc le NHS, financièrement, doit, en fait, faire en sorte de suivre les recommandations. Le temps file. Thomas, veux-tu ajouter une réponse? Puis après, on va laisser Nathalie faire le mot de clôture. Au Québec, en tous les cas. Rapproche-toi du micro. Au Québec, par contre, c'est pas l'inverse, mais dans le sens où une recommandation faite par l'INES, le ministère peut très bien en faire fi. Il n'y a pas d'obligation de suivre. Donc, de ce point de vue-là, c'est un petit peu différent. Je ne dis pas que ça arrive ou que c'est pas bien, je dis simplement que c'est comme ça. D'accord. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Donc, j'ai invité Nathalie à venir faire le mot de clôture et après, on peut échanger, si vous voulez, juste à l'extérieur, ensuite, devant le cocktail. Écoutez, moi, j'ai juste remercié nos conférenciers. Je pense que, évidemment, la discussion va certainement continuer, en fait, après autour du cocktail, mais c'est vrai que, on l'a vu, arbitrage santé et coût, là, c'est vraiment pas quelque chose de facile, que les méthodes sont encore en train de s'approuver. Puis, comme vous l'avez dit, nouvelle technologie, les coûts, les financements, je pense que ces deux enjeux, vous avez montré. Alors, j'ai bien aimé quand tu as parlé de dilemme, cauchemar, rêve. J'espère qu'on va aller de plus en plus, en fait, vers un système de santé de rêve. Et je vous conseille, évidemment, d'essayer de nous montrer, en fait, et d'appliquer les méthodes que vous présentez. Alors, je vous remercie beaucoup. Je pense que c'était vraiment intéressant aussi d'avoir le point de vue à la fois de votre expérience et le point de vue ici. Je pense que de comparer, c'est un petit peu aussi ce qu'on fait beaucoup à Cyrano, puis avec nos collègues des centres de recherche de l'Université de Montréal, c'est toujours aller voir les meilleures pratiques ailleurs, d'essayer de se comparer, d'apprendre des expériences. Donc, c'était vraiment une belle soirée pour faire ça. Merci beaucoup.